Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Peut-être la fin du mystère en Angleterre. La police a interpellé un suspect soupçonné du meurtre de 5 prostituées. Il s'agit d'un employé de 37 ans qui avait déjà été interrogé. La mobilisation importante des professeurs des lycées et collèges. Ils ont manifesté contre un projet de décret qui rallonge leur temps de travail. La grève a été suivie par plus d'un tiers des enseignants. Plus simple et moins cher, le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source ressort des cartons. Le ministère des Finances affirme que tout est prêt pour une mise en place dans 2 ans. Après la grande vitesse, voici la très grande vitesse. La SNCF et Alstom lancent un programme pour faire accélérer le TGV. Premier objectif, un nouveau record à 550 km/h au printemps. Une commémoration à Chamonix. Il y a 50 ans, la ville et toute la France assistaient au calvaire de 2 jeunes montagnards morts de froid sur les pentes du Mont Blanc. C'est ce drame qui a donné naissance au secours en montagne. Enfin, le bassin d'Arcachon respire. 4 mois après la fausse alerte à l'intoxication, les huîtres ont retrouvé toute leur place à la veille des fêtes. L'Angleterre est donc soulagée ce soir. La police pense avoir arrêté celui qu'on appelle là-bas l'étrangleur du Suffolk. Un homme décrit comme solitaire et peu bavard, avec une particularité aussi. Il avait souhaité se mettre en avant et accorder plusieurs interviews à la presse. À Londres, Amaury Guibert, Dominique Marotel. Son visage s'est affiché à la une d'un grand journal dominical. Le suspect numéro 1 a 37 ans, il s'appelle Tom Stephens, et ce scoop a sans doute précipité l'intervention des enquêteurs. L'arrestation a eu lieu aujourd'hui à l'aube, dans ce quartier tranquille de Trimley, non loin d'Ipswich. Depuis, la police scientifique a investi le petit appartement du suspect. L'homme est très discret, bizarre, disent même certains voisins, tous choqués par cette arrestation. Ça fait peur. On n'avait aucune idée. Le voisinage est plutôt tranquille. C'est inquiétant. Bien entendu, à la suite des événements, je suis resté vigilant, mais je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Au journaliste du Sunday Mirror, il expliquait que la police l'avait interrogé à 4 reprises. Lui-même se considérait comme un suspect idéal. « Je n'ai pas d'alibi, disait-il, et je suis l'ami de toutes les filles. Elles avaient tellement confiance en moi que j'aurais pu leur faire n'importe quoi. » La dernière qu'il a connue était Anne-Lee Alderton, que l'on voit ici quelques heures avant sa mort. Tom Stephens en parle dans une autre interview accordée à la BBC. I've only ever spoken to her since both Tanya and Gemma went missing, partly to say, if you know anything, please talk to the police, and if you won't talk to the police, please talk to me, and I'll talk to the police. La police, dont la priorité est désormais de collecter des éléments matériels et surtout de préciser l'emploi du temps du suspect ces dernières semaines. Tom Stephens est actuellement en garde à vue dans un lieu tenu secret, quelque part autour d'Ipswich. La police fait preuve d'une discrétion absolue alors qu'elle avait jusqu'ici beaucoup communiqué, ce qui montre que cette arrestation est capitale pour la suite de l'enquête. En France, l'actualité est dominée par la journée de grève assez suivie des enseignants, 37% dans les collèges, 39% dans les lycées généraux et technologiques. Les professeurs ont manifesté un peu partout contre un projet de décret qui allonge leur temps de travail. François-Julien Piednoir, Éric Delagneau. Oh, ne leur dites pas qu'ils ont le temps de faire la grève, au contraire, le temps, les professeurs disent en manquer. Le ministre de l'Éducation nationale souhaite supprimer ce qu'on appelle les décharges horaires, un système créé en 1950. Exemple, un professeur donne 18 heures de cours. Il est payé parfois jusqu'à 21 heures, comme les professeurs de PS. 3 heures de plus consacrées aux copies ou aux préparations. Ce sont ces heures-là qui devraient être supprimées et y toucher, c'est remettre en cause la réalité de leur travail. Ils font 18 heures de cours, plus les corrections, plus les préparations. Donc d'une façon générale, tout le monde admet qu'ils travaillent entre 39 et 43 heures par semaine. Il est donc inadmissible de prétendre encore augmenter leur charge de travail. Il y a de la préparation, il y a également une volonté pour nous d'aider des élèves, notamment en difficulté, c'est-à-dire de préparer beaucoup plus, parce que moi je suis en banlieue. Si ces heures payées en heures sup sont supprimées, ces professeurs à Bayonne ont déjà estimé le manque à gagner. Travail identique, inchangé, 1200 euros en moins pour la rentrée prochaine. J'ai raté mon bac parce que ma prof de français était prof de maths, peut-on lire sur ce t-shirt. Vous l'aurez compris, la deuxième revendication, c'est le refus de ce qu'on appelle la bivalence, c'est-à-dire enseigner 2 matières. On n'est pas des privilégiés. Si ce matin on vient là, c'est pour ça, parce qu'on est prof de français, de PS ou d'autres choses, on n'est pas prof d'autre chose. Pour les professeurs, c'est mieux parce que s'ils ont 2 cordes à leur arc, eh bien ils pourront naturellement choisir mieux leur mutation, faire des choix
dans l'affectation dans les établissements scolaires, donc ils auront un plus grand choix, et c'est mieux pour eux aussi. Et ce serait soi-disant mieux pour le budget d'éducation nationale qui, grâce à la bivalence, pense supprimer 2800 postes en 2007. Autre profession qui souhaite se faire entendre, les avocats. L'image n'est pas fréquente. Plusieurs milliers d'entre eux ont manifesté revêtus de leur robe noire à Paris. Ils réclament une revalorisation de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire la somme qui leur est versée par l'État pour défendre les plus démunis. Une somme qui tourne autour de 21 € de l'heure. À noter que le principal syndicat de magistrats avait lui aussi appelé à une journée de protestation et du coup de nombreuses audiences ont été reportées partout en France. Toujours dans l'actualité sociale, c'est un serpent de mer qui sort à nouveau la tête de l'eau à la veille des élections. Le ministère des Finances prépare le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source pour 2009. En clair, il serait prélevé directement sur la fiche de paye, comme les cotisations sociales. Séverine Lebrun, Diane Richard. Imaginez votre patron transformé en agent du fisc. C'est un peu le principe de la retenue à la source. Chaque mois, sur votre fiche de paie, une nouvelle ligne, celle de l'impôt sur le revenu, prélevé directement par l'employeur. L'objectif, qu'il n'y ait plus de décalage, le contribuable paie ses impôts de l'année en cours, cela évite les mauvaises surprises. Le contribuable et le salarié aura donc tous les mois le disponible. Il n'aura plus à essayer de mettre de côté, à faire des calculs pour savoir combien l'État lui prendra. Ce sera une transparence. Selon le gouvernement, techniquement tout est prêt. Une telle réforme pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2009. Elle s'appliquerait aux salaires, aux pensions de retraite et même aux revenus des professions indépendantes. Les autres revenus, comme le foncier ou l'épargne, continueraient d'être prélevés par le Trésor public. Concrètement, c'est le fisc qui donnerait à l'employeur un taux d'imposition pour chacun de ses salariés. L'entreprise n'aurait donc pas accès à des données confidentielles et prélever l'impôt, elle sait déjà le faire. N'oubliez pas qu'il y a aujourd'hui un impôt qui est prélevé sur la fiche de salaire, c'est la CSG. Et que donc en réalité sur la même assiette avoir une autre ligne qui s'appellerait impôt sur le revenu, c'est quelque chose qui est déjà préexistant. La mise en place du système pourrait donner lieu à une année blanche, car en 2007, vous payez l'impôt de 2006. En 2008, celui de 2007 et en 2009, avec le passage à la source, vous paierez celui de 2009. L'année 2008 ne sera donc pas prise en compte. Voilà, mais on paiera quand même. À gauche, à noter que François Hollande ironise sur le projet. C'est une réforme dont on entend parler à chaque fois à la veille des élections, dit-il. À 3 jours de l'hiver, on reparle des sans-domicile. À Paris, une initiative étonnante se poursuit. Les gens sont invités à vivre comme des sans-abri pendant quelques heures ou une nuit pour attirer l'attention sur eux. Pour cela, une centaine de tentes ont été installées le long du canal Saint-Martin par une association. L'acteur Jean Rochefort, par exemple, s'est rendu sur place. La nouvelle secrétaire nationale des Verts s'apprête elle aussi à y passer la nuit, Cécile Duflot. Et à noter que pendant ce temps, dans un autre quartier de Paris, un campement d'une quarantaine de tentes installées par Médecins du Monde a été évacué. Alors qui sont les occupants de ces tentes ou de ces abris de fortune qu'on découvre sous les ponts ou en bord de Seine et qui semblent de plus en plus nombreux? Voici l'histoire et le quotidien d'une jeune femme. Elle a 23 ans, elle a quitté sa famille, elle essaie de ne pas perdre pied. Reportage Géraldine Bénit. C'est un petit matin comme beaucoup d'autres. Difficile pour Caroline. Ça fait 2 ans et demi qu'elle n'a pas de domicile. Alors, je suis partie de chez ma mère parce que bon, c'était un peu la crise. J'allais pas très bien moralement et moi j'ai un peu pété les plombs. C'est juste que dans ma tête j'étais perdue, quoi. C'était un ras-le-bol de tout, de la société, de tout ce qu'on peut avoir marre. La précarité, c'est d'abord aller chercher de l'eau potable à quelques mètres de la place de la Bastille. Caroline a 23 ans, elle dit avoir un bac professionnel et une formation de secrétaire. Elle a posé ses bagages ici avec son copain, une relation qui ressemble à sa vie. Quand on a un endroit fixe où dormir, c'est quand même plus simple, parce qu'on peut poser ses affaires, c'est un point de repère en plus. C'est surtout ça qui manque, parce que les repères, il n'y en a plus vraiment. Après, c'est à soi de se les trouver, de se les construire, quoi. Il y a des gens qui y arrivent très bien, il y en a d'autres, ils ont plus de mal. Là, mon repère, c'est mon copain un peu. Enfin,
On est à deux, on essaye de s'en sortir à deux, c'est plus facile que tout seul, quoi. Ça donne une motivation supplémentaire. C'est surtout une force nécessaire pour tenir mentalement. Mais au quotidien, sa vie oscille entre l'envie de s'en sortir et de longues périodes de mélancolie. Mais l'urgence quotidienne, c'est avant tout de trouver la vingtaine d'euros pour manger. Bonjour madame, si vous auriez 10 ou 20 centimes peut-être à dépanner. De quoi? Est-ce que vous auriez 10 ou 20 centimes à dépanner, s'il vous plaît? Je suis dans la merde aussi, vous Bon, bah bon courage. Bonne soirée. Merci. La Manche, c'est aussi pour elle une façon de garder un lien social, de ne pas sombrer dans la délinquance. Un petit sourire. Je fais la Manche, je suis dépendante des gens, mais en même temps, je trouve ça moins rabaissant que d'aller voler. J'avais rendez-vous à 10h. Aujourd'hui, Caroline a un rendez-vous important. Elle doit évaluer son niveau avec un professeur d'italien. Ça fait toujours un plus, quoi. Même au niveau du CV et tout, ça donne plus envie d'embaucher quelqu'un qui a quand même plus de compétences que pas assez. Mais pour trouver un travail de secrétaire, Caroline sait parfaitement qu'elle doit changer son apparence. Être bien coiffée, pas de piercing, bon, un petit peu maquillée, quoi. Bon, pas forcément non plus, mais ça fait toujours mieux. Caroline n'a pas d'adresse, mais toutes les semaines, elle va chercher son courrier dans un centre d'action sociale, où elle pourra toucher un peu d'argent, ou encore mieux, trouver une chambre provisoire. Ok. On va faire le point par rapport aux démarches aussi. Et a priori, vous pourriez être rentré dans le dispositif à partir de ce soir, donc je veux pas qu'on les rappelle. Ok. À partir de ce soir, bonne nouvelle, Caroline et son copain dormiront à l'abri. 15 jours dans ce petit hôtel, c'est peut-être un pas de plus vers une vie normale. Politique, Nicolas Sarkozy veut s'adresser, je cite, à la France qui souffre. Il était en visite à Charleville-Mézières dans les Ardennes, une région touchée par la désindustrialisation. Le ministre de l'Intérieur, qui est aussi candidat, s'est rendu dans une entreprise liquidée récemment et où pèsent des soupçons de malversation, et il a dénoncé ce qu'il appelle les actionnaires voyous. Sur place, Michael Darmon, Mathieu Bierden. Chez les sarkozystes, on appelle ça travailler les fondamentaux du candidat. Prendre son temps, se montrer détendu. La journée dans les Ardennes commence au lycée agricole. Ils sont pas en cours, hein. Hey, salut. Dans ce département, on vote contre l'Europe et pour le Front National, alors le discours s'adapte. Et ici, c'est pas la France qui brûle des voitures. Mais c'est pas parce qu'on brûle pas de voitures qu'on ne doit pas s'occuper d'eux. C'est une France qui travaille, c'est une France qui en a beaucoup bavé. Autour de Charleville-Mézières, les entreprises délocalisent. Alors Nicolas Sarkozy fait campagne dans les ateliers. Allez, 35 heures, oui. Vous avez des heures supplémentaires, vous les feriez? Toujours accepté de faire des heures supplémentaires. Face aux ouvriers, il alterne les casquettes, à la fois ministre et candidat. Moi, je ne veux pas que la France ne soit accueillante qu'aux sans-papiers. Si demain je suis élu président de la République, mon problème, ce ne sera pas de réduire le temps de travail, mais d'augmenter les salaires et d'augmenter le pouvoir d'achat. Ici, c'est ce qu'on attend, qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe un peu des gens, des travailleurs pauvres, comme il dit. On connaît les gens qui sont en campagne, qui disent des tas de choses. Après, une fois qu'ils sont élus président, c'est pas toujours appliqué. Dans les Ardennes, Nicolas Sarkozy parle de capitulation sociale en écho à une autre formule, la fracture sociale dénoncée il y a 11 ans par Jacques Chirac. Et Nicolas Sarkozy s'en est une nouvelle fois pris à cette occasion à la Banque Centrale Européenne en dénonçant tout à l'heure dans son discours un euro surévalué par rapport au dollar et qui selon lui pénalise l'industrie française. Jacques Chirac lui a inauguré près de Paris dans l'Essonne le synchrotron Soleil. C'est le deuxième accélérateur de particules en France après celui de Grenoble. Il doit permettre de mieux connaître la structure et les propriétés de la matière. Patrice Pellet, Dominique Bonnet. Avec 324 mètres de circonférence, le synchrotron du plateau de Saclay ne passe pas inaperçu. Faire tourner des électrons à une vitesse vertigineuse aura coûté 410 millions d'euros. Ce matin, le président de la République est venu saluer la construction de ce nouvel outil de pointe qui rayonne comme le soleil. Une formidable source de lumière capable d'explorer le cœur même de la matière. Il s'agit là d'une réalisation absolument exemplaire. Dans l'anneau, les électrons vont s'approcher de la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde, et engendrer une intensité lumineuse 10 000 fois supérieure à celle du Soleil. Le rayonnement synchrotron qui transporte cette lumière va alors frapper cette cible. L'analyse peut commencer. L'idée
ultime, c'est quand même d'étudier les propriétés structurales de ce matériau à l'échelle de l'atome. De la terre, du plastique, du fer, le synchrotron peut tout révéler de la nature atomique d'un matériau. Il va explorer de nombreux domaines. La physique, les matériaux, les nanosciences, la chimie, la réactivité. L'automobile, la médecine seront aussi des sujets de recherche. Pour rentabiliser cet outil très prisé, le synchrotron sera utilisé jour et nuit pendant 30 ans. On reste dans la haute technologie avec les nouvelles ambitions du TGV. Il va tenter de battre au printemps prochain son propre record et atteindre les 550 km/h pour séduire de nouveaux clients à l'étranger. Le programme a été lancé officiellement aujourd'hui. Julien Beaumont, Jacques Gérard. D'habitude, ce petit coin de campagne près de Reims est plutôt calme. Séance d'essai pour le futur TGV Est. Vitesse avec voyageurs, 320 km/h, le plus rapide de tous les TGV. Strasbourg sera ainsi à 2h20 de Paris au lieu de 4. Et aujourd'hui, la rame se permet même une petite pointe. 360. La passation de vitesse, on ne la ressent plus. Parce que nous avons l'habitude de conduire à 300, 320. De bon augure pour la suite. Pour le vérifier, un laboratoire roulant a été installé. Une motrice plus puissante et une voie nouvelle génération, de quoi permettre au TGV d'aller encore plus vite. Cette ligne a dès le départ été conçue pour le 320 km/h, c'est la géométrie de la ligne. Et par ailleurs, c'est une ligne toute neuve qui peut être complètement préparée pour une campagne d'essai à très haute vitesse. 1990, 515 km/h. Record à battre. Le TGV Est vise les 550, il resterait ainsi le train le plus rapide au monde. Pour nous, c'est beaucoup plus de notoriété, la garantie de futures commandes, que ce soit en Europe et à l'extérieur de l'Europe. Car la concurrence a du mal à suivre. Le train allemand plafonne à 300 sur certaines portions. Le japonais vise les 360 km/h en vitesse commerciale. En avril, la SNCF tentera de battre son propre record. Pour vous donner une idée de la vitesse, avec un TGV à 540 km/h, le temps de regarder ce reportage, vous auriez déjà parcouru 15 km. Sachez que la grève à la SNCF est définitivement terminée. Les agents de conduite du réseau Paris-Saint-Lazare ont voté la reprise du travail après avoir examiné les nouvelles propositions de la direction sur les horaires d'hiver. Paris, où le tramway a séduit dès son entrée en service ce week-end, on en a parlé ici même. Ceux qui vont au travail l'ont emprunté pour la première fois ce lundi. Eh bien, il faudra sans doute un léger temps d'adaptation. Reportage Evelyne Goldman, Philippe Jasselin. C'est parti. Le tramway fonctionne pour de vrai et il est déjà victime de son succès. Quasi complet toute la journée. Et avec des passagers qui commencent à regretter leur bonne vieille ligne d'autobus. Il y a trop de bruit, il y a toujours autant de monde. Il faut plus de bus, c'est tout. Regardez, on peut pas rentrer. C'est trop long. Les PC, on n'attend que 10 minutes. Et là, ça a presque 20 minutes qu'on attend. Il faut dire qu'aujourd'hui, les temps d'attente indiqués sur les panneaux d'affichage étaient souvent très longs et pas toujours respectés. Ce matin, à la porte d'Orléans, j'ai attendu 16 minutes pour avoir un tram. Le matin à 6h15. Un tramway transporte 3 fois plus de personnes qu'un autobus, d'où une impression de foule. Moi, je trouve que c'est sympa. Je trouve que c'est plus grand, mieux. Mais c'est dommage qu'ils prennent plus de monde. Côté circulation, les grands carrefours posent encore des problèmes. Ça fait 10 minutes là qu'on est bloqué depuis le périph' de Porte d'Orléans et ça va rien améliorer, hein. C'est toujours les bouchons. Pour faire passer la mauvaise humeur, rien de tel qu'une petite attention. Aujourd'hui, la RATP offrait des chocolats à ses premiers passagers. La vallée de Chamonix s'apprête à fêter un anniversaire, celui de la création des secours en montagne, tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'était il y a 50 ans tout juste. Mais à l'origine de cette décision, il y a un demi-siècle, il y a un drame qui avait tenu toute la France en haleine. En décembre 1956, 2 jeunes montagnards s'étaient trouvés bloqués sur les pentes du Mont Blanc, suivis à la jumelle par les habitants de la vallée. Ils étaient morts de froid. Leur agonie avait duré 10 jours. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Manuel Tissier et Christophe Vignal. Épilogue macabre à Chamonix, 3 mois après. La famille Vincendon venait recevoir le corps contracté de ce garçon qui, pour elle, représentait l'avenir. Le retour des corps de Jean Vincendon et François Henry
marque la fin d'un des drames les plus poignants de l'alpinisme. Chamonix tout entier s'inclinait devant la dépouille de ces deux téméraires qui avaient voulu, dans la fougue de leur jeunesse, défier la montagne. Chamonix, décembre 2006. Claude Dufourmentel revient au pied du Mont Blanc. En 1956, il était aux premières loges. C'est lui qui va donner l'alerte. Et c'est là que les deux garçons sont venus s'échouer, puisqu'il s'agit d'un naufrage. Le Mont Blanc en hiver, par son versant italien, François-Henri et Jean Vincendon en rêvent depuis des mois. En 1956, ils ont 23 et 24 ans. Le Bruxellois et le Parisien veulent se faire un nom parmi les étoiles de la montagne et ils vont y parvenir, tragiquement. On voit donc là Vincent Henry qui sont bloqués, ils ne peuvent pas descendre plus bas. L'affaire a déchaîné la presse de l'époque et Yves Balu la connaît dans ses moindres détails. L'alpinisme hivernal n'en est qu'à ses balbutiements. Paralysés par le mauvais temps, les secours sont incapables de s'organiser. Tous les matins, on se disait, ils sont forcément morts. Par moins 30 degrés, les fesses sur la neige, personne ne peut résister. Et le matin, à la longue vue, on les voyait encore bouger, tous les jours. Et ça a duré pendant 8 jours. Le 31 décembre, un hélicoptère de l'armée décolle pour le plateau du Mont Blanc. Mais l'opération tourne au fiasco. L'appareil s'écrase. Les 4 occupants sortent indemnes et s'approchent des naufragés. Voici les dernières photos de Vincendon et Henry, vivants. Le visage et les membres gelés, les deux hommes sont intransportables. Les guides les abritent alors dans la carcasse de l'hélicoptère et gagnent le refuge le plus proche. Personne ne reviendra chercher Vincendon et Henry. Ce sont des gens qui ont vécu un calvaire. Voilà. La chose bouleversante, c'est qu'ils ont été crucifiés et abandonnés. Pour le commandant en chef des secours, la priorité est maintenant de récupérer ces sauveteurs. Le 3 janvier, Vincendon et Henry ne donnent plus signe de vie. Les opérations sont interrompues. Roger Coudert, jeune radioreporter, salue une dernière fois les alpinistes. J'aperçois l'épave exactement sous moi. Je salue Henry et Vincendon qui sont morts dans la carlingue de l'hélicoptère. Adieu Vincendon. Adieu Henry. La tragédie de 1956 a servi des générations d'alpinistes. L'organisation des secours a été revue de fond en comble après la mort des deux hommes. Ce n'est pas celle qu'ils espéraient, mais la trace de Vincendon et Henry est encore gravée dans la montagne. Retour à l'étranger en bref, le cessez-le-feu vacille à Gaza où des activistes du Hamas ont tué un membre du Fatah. Il y a quelques instants, on a appris également qu'un haut responsable de ce parti avait été enlevé. Le Fatah qui a reçu le soutien sans faille du Premier ministre britannique Tony Blair aujourd'hui en tournée dans la région. Il s'est rendu en Cisjordanie où il a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas qui a appelé, vous le savez, à des élections anticipées pour débloquer la situation bloquée dans les territoires. En France, une nouvelle fois, des centaines de pèlerins musulmans en partance pour la Mecque sont bloqués à l'aéroport de Roissy. Ils sont les victimes de lenteurs administratives pour les visas et quelquefois aussi de compagnies de voyage sans scrupules. Enquête Samassoula, Frédéric Capron. Des heures d'attente, des vols retardés de plusieurs jours ou annulés, des visas pas prêts. Chaque année, ces scènes se répètent dans les aéroports français pendant la période du pèlerinage à la Mecque. À chaque fois qu'on appelait, c'était toujours le lendemain. Alors ça fait 3 jours qu'on vient à l'aéroport et c'est toujours pareil. 5380 et 3 jours, on n'a pas parti. Entre 2500 et 3000 euros par personne, le pèlerinage engloutit souvent les économies de toute une vie. Obligatoire pour les musulmans du monde entier, le pèlerinage à la Mecque est un énorme marché qui attire toutes les convoitises. En France, c'est à la sortie des mosquées que les futurs pèlerins se voient proposer des offres alléchantes, mais le plus souvent, ils sont approchés par des rabatteurs. Parmi ces rabatteurs, vous allez retrouver tout type de profil, vous allez retrouver le responsable d'une mosquée, vous allez retrouver le président d'un institut culturel, vous allez retrouver le boucher charcutier halal du quartier qui se transforme spontanément pendant cette saison de pèlerinage comme un agent de voyage, etc., etc. Usant du caractère sacré du produit, ces rabatteurs promettent de s'occuper de tout. Visa, avion, hébergement, contre-paiement en espèces. Les pèlerins se retrouvent souvent avec un simple numéro de portable pour toute référence. Certains de ces rabatteurs tentent parfois d'organiser eux-mêmes le voyage lorsqu'ils ne démarchent pas agences et associations, leur commission pouvant atteindre jusqu'à 500 € par voyageur.
Cet agent agréé connaît bien les combines de ses concurrents escrocs, dit-il. Parfois, ce sont des imams. Imaginons, hein, vous avez une chambre qui prend 4. Moi, je suis un imam, vous ne pouvez pas douter de moi. C'est 4 marqués dans la fiche, j'en mets 5. Déjà sur 5, il gagne déjà 1000 €. Sur 1 en plus dans la chambre. Une personne simplement supplémentaire dans la chambre, il gagne 1000 €. S'il en rajoute 2, ça fait 2000 €. Sans compter ce qu'il a négocié à droite à gauche. Conséquence, des conditions de voyage et d'hébergement déplorables et surtout aucune assurance malgré les risques élevés d'accidents à la Mecque. Les organisateurs véreux savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Très peu de pèlerins abusés osent porter plainte à leur retour en France, de peur d'entacher la valeur de leur pèlerinage. Les fêtes de Noël, c'est dans une semaine tout juste, des fêtes bienvenues pour les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Il y a 4 mois, vous vous en souvenez sans doute, le ciel leur tombait sur la tête avec une fausse alerte à l'intoxication. Eh bien, la réputation des huîtres, apparemment, n'en a pas trop souffert. Les ventes sont reparties. Francis Mazoyer, Sébastien Andelat. Coucher de soleil et marée basse sur le bassin d'Arcachon. Il y a de quoi remonter le moral des ostréiculteurs. Ce sont les derniers efforts avant les fêtes. Et bonne nouvelle, la qualité est au rendez-vous. Ça pousse. Donc là, on a vraiment un mollusque qui est conséquent. Et puis qui est ferme, une chair qui est pleine, qui est ferme. Vous la voulez? Encore un peu de patience. Le plaisir de la dégustation viendra dans quelques jours. Les producteurs s'inquiètent des ventes en grande surface. Elles avaient chuté de 80% après la crise de septembre. Pour Noël, la confiance est revenue. Les commandes, pour ce qui est de la grande surface, à l'expédition, bon, on va faire moins 10, moins 15, je pense, quand même, cette année. Ouais. Donc ça, c'est les précommandes. Les consommateurs ont de moins en moins de réticence. Le doute a été levé le mois dernier. Les huîtres ne sont pas responsables des 2 décès de septembre. L'huître, c'est bon pour la santé, il n'y a pas de problème. Dans ce supermarché bordelais, on achète des huîtres locales pour aider les producteurs. C'est la région, il faut continuer à les soutenir. Hein. En les mangeant donc hein. En les mangeant, oui. On fait 2 bonnes actions. Une pour eux et une pour nous. Chaque année, 70% des huîtres du bassin d'Arcachon sont vendues pendant les fêtes. Les producteurs comptent beaucoup sur cette période pour éclaircir leur horizon. Et sous le sapin, vous trouverez peut-être un nouveau livre de photos. Les photos aériennes notamment rencontrent un vrai succès depuis La Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand. Voici l'un des derniers nés, Les Montgolfières du Sud, un recueil de clichés pris en ballon dans le Gard. Véronique Gaglione, Nicolas Auer. À quel moment exactement la Terre relâche-t-elle son étreinte? On ne le sait pas. Il n'y a pas d'à-coup, pas de rupture. Comme s'il demeurait un fil invisible. Jean Donnet est un passeur entre terre et ciel, observateur, un peu voyeur aussi. On rentre chez les gens, comme ça, sans prévenir, surtout quand on ne chauffe pas tout de suite. Et on arrive et voilà, il se passe des petites scènes, des rencontres. Sans bruit au départ et puis le coup de chauffe nécessaire pour pouvoir rester en l'air, comme ça. 27 ans de pilotage. Il fait s'envoler les touristes l'été et aux lumières rasantes d'hiver, il prend des photos. Il a publié un livre sur ces terres entre Ardèche et Cévennes, un inventaire, comme il le dit, de toutes ses plus belles rencontres. Salut Gilbert! Ouais, on arrive! Tu as du café? Le ballon va où le vent le mène, pas toujours où il veut, mais partout. Les maisons, les champs, les garrigues, ces petites fenêtres ouvertes côte à côte qui s'ignorent l'une l'autre, se lient en un coup d'œil. On a le temps de regarder en montgolfière, pas comme en avion, et on voit que tout est lié. Alors les gens qui se mettent avec des murs chez eux, ils croient qu'ils sont seuls au monde et pas du tout. S'il y a une mer d'à côté, eh bien, elle va se voir d'en haut. Les vents l'ont mené il y a 13 ans entre Uzès et le pont du Gard, lui, le Belge amoureux d'espace. Il quitte le sol dès qu'il le peut. Mais la Terre le rappelle immanquablement à une vision plus étriquée du paysage. Ça c'est du Tintin, non? Cinéma, le film qui choque l'Amérique, une fois encore, c'est Mel Gibson, devenu metteur en scène, qui est à l'origine de la polémique. Sa dernière réalisation, Apocalypto, est une fresque violente sur la décadence de la civilisation maya. À Washington, Claude Sampère, Aaron Diamond. Des scènes de sacrifices très réalistes, des amputations,
des viols, des décapitations. Le dernier film de Mel Gibson, une grande fresque historique sur la civilisation maya, ne fait pas dans la dentelle. C'était captivant, haletant. Je suis restée clouée à mon fauteuil. C'est un bon film d'aventure, mais c'est très violent. J'ai trouvé ça excellent, intense, captivant. On ne s'ennuie pas une seconde. Mel Gibson, l'enfant terrible du cinéma américain, ne s'embarrasse pas de détails historiques. Il présente les Mayas comme une bande de sanguinaires et la presse aujourd'hui critique cette overdose de violence. Pas de grande cérémonie à Hollywood pour le lancement du film. Quelques interventions à la télévision, quelques interviews dans la presse écrite. Mel Gibson fait profil bas. En août dernier, l'acteur avait été arrêté en état d'ivresse en Californie et il avait tenu des propos antisémites. Aujourd'hui, les studios Disney qui produisent le film préfèrent éviter de parler des côtés trop sombres du personnage. Ils ont beaucoup travaillé pour gommer cette mauvaise image et mettre en valeur ce qu'il est, un réalisateur de films très talentueux. Après La Passion du Christ, son dernier film qui avait déjà fait scandale et connu un succès mondial, Mel Gibson espère emporter le même soutien du public avec Apocalypto. Les Mayas étaient un peuple raffiné qui connaissait les mathématiques, l'écriture, l'astronomie. Mel Gibson les présente comme des sauvages. Pour le moment, le public américain apprécie. Les Français, eux, pourront se faire une idée dès le 10 janvier prochain, à la sortie du film en France. Et sachez que le Goncourt du cinéma, le prix Louis Deluc, a été décerné aujourd'hui à Lady Chatterley de Pascal Ferrand. Il est devenu, mine de rien, l'un des vétérans de la chanson française. À 66 ans, Jacques Higelin joue toujours les trublions. On ne l'avait pas entendu depuis longtemps. Il sort un nouvel album qui parle d'amour. Olivier Lenuzza, Jean-Jacques Le Garec. Sans un oracle, les doigts gelés, le nez qui coule, les dents qui claquent. Il y en a, ça fait bander, mais moi, personnellement, je craque. Il nous reçoit dans sa cuisine et nous livre la recette pour concocter un morceau de choix. J'ai l'air d'une grétable. Ça, c'est, j'ai tout, les stylos. J'ai un appareil qui est vraiment un truc magique qui me suit partout. J'appuie là-dessus et là, je chante par exemple ce qui me vient en vous regardant dans les yeux. On ne sait jamais ce qui nous passe par la tête. Et alors là, quand je rentre chez moi, ou n'importe où il y a un instrument de musique, je me lève, excusez-moi, je vais vous enjamber. Ah merde, c'est pas la tonalité. Une fois les compositions improvisées dans le dictaphone, Jacques Higelin les a peaufinées. Restait ensuite à les enregistrer. Le chanteur s'est alors réfugié en Alsace, dans une ferme qui abrite le studio d'un ami, le producteur de l'album. J'étais, comme ils disent, une bête de scène et pas une bête de studio. Dans les studios, des fois, je m'ennuie ou j'étouffe. Moi, j'ai besoin d'avoir des fenêtres qui donnent sur le monde extérieur, des portes qui s'ouvrent, de l'air qui circule. Au soleil de minuit, imbibé d'aquavit, entre deux inuits exquises. Après des disques en demi-teinte, il a retrouvé son enthousiasme. De graisse de... Le cheveu toujours en bataille, le faux Higelin est de retour. Classe. Sport, football, Lyon dévore le championnat de France. L'OL a battu Lens à Lens 4-0. But signé Juninho sur un coup franc comme d'habitude. Il en inscrira un autre. Ainsi que Malouda et Chris. Il y a bien un championnat à deux vitesses puisque Lyon compte désormais 17 points d'avance sur Lens. Et Saint-Étienne est à la 3e place. Et puis on connaît les affiches du premier tour de la Coupe de France concernant les clubs de Ligue 1. Deux chocs entre ces clubs, Nancy-Lens et Sochaux-Saint-Étienne. Lyon rencontrera l'Aviron bayonnais. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50, un film d'action américain, True Lies, avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. 23h15, notez-le, un œil sur la planète. Thierry Tuillier, Patrick Boitet, Chavez, Viva la Révolution, avec un point d'interrogation. À demain.